Thank you. Thank you. Bye. Good day, everybody. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, il s'agit de promouvoir le soin pharmaceutique dans toute l'Afrique. Et aujourd'hui, il s'agit de voir le rôle des pharmaciens dans la prévention de la grippe et l'augmentation de la couverture vaccinale. Donc, bienvenue à tous de tous les pays à ce webinaire très intéressant. Donc, je suis Dr Arinola Joda de Nigeria et je suis actuellement la secrétaire assistante et rédactrice en chef de l'African Pharmaceutical Forum. Et je vais être la modératrice de cet événement au nom de la FEP Digital Development. Donc, dans nos annonces, je vais rapidement vous informer qu'une traduction, l'interprétation en français est disponible. Il y a un canal français. Vous devez juste vous connecter donc, sur ce canal français pour pouvoir écouter tout ça. Donc, c'est en live stream sur YouTube. Et bien sûr, nous avons en anglais et en français. L'enregistrement sera disponible sur le site web de www.fip.org. Veuillez utiliser en fait le chat box pour vos questions et vos remarques. Nous allons prendre vos questions, vos remarques à la fin de la session. Et ça sera dans la boîte questions-réponses et on vous répondra à partir de là. Donc, merci beaucoup et bienvenue à tous. Et bien sûr, vous êtes tous aussi bienvenus, même si vous n'êtes pas membre de la FIP et vous êtes invités à nous rejoindre. Donc, juste après cette introduction, il y aura en fait un survol des risques sur les thèmes et il y aura des sondages, des sujets selon les différentes perspectives, les points de vue des pays. Donc, d'Égypte, donc le rôle des pharmaciens dans la prévention, la vaccination et les solutions numériques par rapport à la grippe, l'Algérie. Et donc, après cette introduction, je voudrais remercier particulièrement Sanofi pour leur soutien à cet événement en ligne. Et il y aura d'autres événements concernant l'Afrique par la suite qui seront soutenus également par Sanofi. Et en fait, cet événement aujourd'hui est basé sur les résultats des sondages provenant des événements précédents dans cette série. Donc voilà, les sondages ont montré que les gens étaient intéressés sur le thème de la vaccination et puis sur la question des problèmes cardiométaboliques, des problèmes infectieux et puis des maladies tropicales orphelines ou négligées. Les objectifs d'apprentissage sont améliorer la connaissance sur les risques de la grippe, explorer le rôle des pharmaciens par rapport à la prévention de la grippe par la vaccination et puis augmenter la couverture vaccinale dans la région africaine. Présenter également des cas nationaux du point de vue des pharmaciens sur tout le continent africain concernant la vaccination anti-grippe, la vaccination, les solutions numériques et puis les communications destinées aux patients. Donc, nous allons passer rapidement à professeur Cheryl Cohen, notre première intervenante, qui va nous parler du risque des grippes et
la vaccination anti-grippe sur le continent africain, dans le contexte africain. Donc, Cheryl est en fait professeure dans la School of Public Health, l'université de Witwatersrand. À vous, Cheryl Cohen. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très aimable. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Oui, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse d'être ici et merci pour cette invitation à cette réunion. Et je réfléchissais au moment de la préparation que j'ai travaillé sur cette question depuis à peu près 20 ans. Et puis, avec les dernières années sur le Covid, on va parler de grippe de nouveau. Vous vous rappelez que je me suis rappelé que sur ces 20 ans, en fait, la compréhension de tout ça a véritablement changé. En fait, c'est juste un contexte. La plupart d'entre vous seront sans doute familiers avec ça. C'est l'un des premiers virus à avoir été identifié en 1933. Et ce qui est très unique, c'est qu'en fait, on appelle ça un virus segmenté, c'est-à-dire qu'il y a différents segments. Parce qu'il y a des segments différents, ça veut dire que le virus peut en fait échanger facilement des segments avec d'autres virus, ce qui peut contribuer à l'évolution rapide de la grippe et qu'il y a plusieurs virus par ARN. En fait, c'est ce qu'on appelle un processus sujet à erreur parce qu'au cours de la réplication, il peut y avoir des erreurs. Et plus un virus mute, plus il y a donc de changements, d'erreurs. Et on voit en fait, à cause de ces mutations, des mises à jour ou plutôt des développements et tous les ans, en fait, le virus évolue en permanence pour échapper à notre réponse immunitaire. Donc, il y a 3 types, A, B et C. Et chez les humains, en fait, c'est juste A et B qui sont importants et A et B qui provoquent des épidémies annuelles. La chose importante à savoir, c'est qu'en fait, la grippe évolue très rapidement et puis que les virus mutent parce qu'il y a 2 processus principaux. Donc, le déplacement antigénique, antigenic shift, ce qui fait que les variantes, donc le shift, le déplacement et la variation. Donc, il y a une différence il y a différentes structures qui peuvent donc conduire à une pandémie. Le vaccin doit en fait être mis à jour tous les ans. Je vais en parler un peu plus tard, mais en fait, c'est quelque chose de très caractéristique et unique à la grippe saisonnière. Donc, je ne vais pas parler de tous les détails qu'il y a ici, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu sur le fait que la grippe peut en fait créer des pandémies. Et c'est parce que, comme vous le voyez sur cette image, il y a plusieurs types de grippe qui peuvent arriver chez les animaux. Je vais vous parler de H1N1 et puis qui sont basés sur les magglutinines et la neuramidase. Et en fait, sur les structures, donc il y a beaucoup de achats et en fait, ce qui se passe, c'est que ces structures qui passent de l'animal à un autre animal ou pas, ça peut créer en fait des variantes contre lesquelles il n'y a pas d'immunité. Et donc, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper et pour lequel on doit se préparer. Et en fait, la dernière pandémie de grippe, c'était en 2009, qui était assez légère, évidemment, mais bon, les futures ne seront pas forcément aussi bénignes. Donc, on s'éloigne un peu des grippes saisonnières, mais des pandémies.
plus important que la pandémie, en fait, c'est le poids ou le fardeau annuel en termes de mobilité, morbidité et de mortalité. Et en fait, c'est un papier qui a été publié dans le Lancet pour estimer en fait le fardeau total, mortalité due à la grippe. Et vous voyez que plus c'est sombre, plus la mortalité est élevée. Et là, on voit que en fait, les taux sont les plus élevés en Afrique, dans tous les groupes d'âge, en fait, sur le continent africain. Et c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été forcément identifié. Dans les débuts des années 2000, on ne savait pas trop. Ce n'était pas une connaissance aussi établie. Et maintenant, ça a été démontré qu'en Afrique, il y a des choses qui ont été, par rapport à la grippe, souvent négligées parce qu'à cause de la malaria. Mais quand on s'est approché de près de cette... eh ben, on a vu que le fardeau pour l'Afrique était le plus élevé dans le monde. Et en fait, ici, il y a un contraste. C'est un peu vieux, mais ça n'a pas autant évolué que ça. Mais si vous regardez en fait l'utilisation de vaccins anti-grippe, vous voyez qu'en Afrique, il y a ce petit truc orange là. Et en fait, l'Afrique, par rapport à l'OMS, a le moindre taux de vaccination. D'un côté, donc, la charge la plus élevée, le fardeau les plus élevé en termes de mortalité, et puis comment dire, la vaccination la moins importante. Et en fait, à cause de présentations cliniques peu spécifiques, etc., et à cause de la présence d'autres problèmes plus prioritaires, malaria, HIV, tuberculose, etc. Alors, la grippe est en fait la vaccination. Une des choses qui complique la vaccination, c'est qu'en fait, la grippe est souvent une stratégie, relève d'une stratégie vaccinale saisonnière. Et en fait, en Afrique du Sud, qui est un pays tempéré, en fait, c'est une circulation saisonnière. Et donc, on a une campagne vaccinale avant la saison d'hiver. Et cette situation, en fait, elle se complique dans des pays plus tropicaux. Et vous voyez sur cette carte que ce qui est un peu plus rose ou violette, c'est qu'il y a des saisons multiples de grippe. Et dans ces pays, et ça peut être un peu une décision un peu plus compliquée. Donc, si vous avez 2 saisons, eh ben, il faut se poser la question de quelle est la meilleure saison pour vacciner et quelle formulation utilise-t-on qui serait optimale. Celle de l'hémisphère sud, celle de l'hémisphère nord. Et en fait, ça complique énormément les choses. Et vraiment, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est très important pour que les pays aient une surveillance et qu'on monitore par rapport au timing, à la saisonnalité. Est-ce que c'est plus ou moins similaire ou différente de ce qui se passe dans l'hémisphère nord? Alors, un petit mot sur la présentation clinique. Il faut insister sur le fait que, en fait, il n'y a pas une présentation clinique spécifique. On ne peut pas, juste en regardant le patient, savoir si c'est de la grippe ou un autre virus respiratoire. L'autre chose, c'est que c'est très, très large en termes de gravité. Ça peut, comme le Covid, être un spectre très, très large de 0 symptômes, très léger. Et puis, mais la grippe peut aussi provoquer des maladies très, très graves, l'hospitalisation et la mortalité. En général, la période d'incubation est de 1 à 3 jours, très court. Et puis, en fait, il y a une fièvre soudaine, de la toux, de maux de tête, maux de gorge, une rhinorrhée, une congestion nasale, et puis des douleurs musculaires. Les maladies typiques durent à peu près 3 à 5 jours. Ça peut affecter tout le monde, des enfants aux adultes, mais les symptômes varient avec l'âge. Et quelque chose d'important, c'est qu'en fait, la grippe a plusieurs complications, en particulier des personnes avec une comorbidité. En fait, ça peut exacerber les conditions chroniques, par exemple, et ça peut mener à des hospitalisations sévères, graves. Ça peut être
une défaillance cardiaque, par exemple, ou alors des PCO, etc. Ça peut provoquer une pneumonie virale. Et puis la grippe, on sait que c'est en fait un trigger qui peut déclencher en fait une pneumonie bactérienne très grave. Et donc, à droite, il peut y avoir toute cette liste de myocardite, péricardite, le croup, bronchiolite, trachéite, myosite, rhabdomyolyse, encéphalopathie, encéphalite. Et ça peut causer des inflammations, etc. Et ces complications peuvent être vraiment sévères jusqu'à un être mortel, comme par exemple l'encéphalite. Elles sont moins communes, mais elles se produisent. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que la plupart des cas de grippe sont légères. C'est très, très commun, mais 1 sur 3 personnes attrape la grippe tous les ans. Et la moitié de ces personnes peuvent être asymptomatiques, mais vous savez bien que sur ces grands nombres, sur 1 million, même s'il y a 1 ou 2 personnes et que ça s'aggrave, ça peut conduire à cette très, 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 très lourde charge, un fardeau hospitalier ensuite. Donc, tout le monde n'est pas à même risque. Les groupes à risque sont les personnes plus âgées, au-delà de 60, 65 ans, et puis les enfants dessous de 5 ans, c'est-à-dire en plus les bébés en dessous de 2 ans, et les femmes enceintes, les personnes obèses avec asthme chronique et d'autres comorbidités, problèmes asthme pulmonaire, hépatique, etc. Le HIV, tous ces groupes représentent des risques de passer à ces complications sévères plutôt que de rester sur une forme modérée de la maladie. Passons à la suite. Et sur la base de ceci, donc l'OMS a récemment réactualisé les articles sur… donc, ça a été mis à jour et j'ai fait partie du comité pour le groupe de l'OMS qui a développé ces recommandations. Et je pense que ce qui est important à comprendre sur la logique qu'il y a derrière, c'est qui a recommandé ces vaccins. Vous voyez d'abord en haut que l'OMS conseille à tous les pays. Et puis ensuite, les groupes qui doivent être ciblés, c'est les groupes qui sont à haut risque contre une forme sévère. Et puis ensuite, en fait, c'est aussi pour sauvegarder les systèmes de santé et réduire la transmission. Sur la base de ce cadre, en fait, vous voyez que, en fait, c'est que les groupes cibles sont à droite, les professionnels de santé, les individus ayant des comorbidités et des maladies sous-jacentes, des personnes plus âgées, les femmes enceintes, et puis les enfants, et c'est optionnel. Les enfants peuvent être vaccinés, mais l'OMS dit que c'est optionnel. Alors qu'avant, c'était un groupe recommandé pour lequel un vaccin était recommandé. Je voudrais juste parler de la formulation, du processus de formulation du vaccin parce que je pense que c'est vraiment une des réalisations importantes de la politique de santé publique parce que ça change tout le temps. Il faut qu'on puisse monitorer les changements du virus. Donc, en fait, c'est assez unique parce qu'il faut utiliser un produit différent tous les ans parce que la grippe change tous les ans. Donc, il faut qu'on ait en fait un processus de décision. Et en fait, ce qui est dans le vaccin peut changer tous les ans. Et en fait, vous voyez sur cette carte qu'il y a plusieurs laboratoires dans le monde entier qui travaillent à surveiller, qui se réunissent régulièrement, donc en juin, en septembre, pour décider. Et on prend toutes les données provenant de ces laboratoires de surveillance et sur la base de leur projection de ce qui va se passer l'année suivante, on met en place et on fabrique une formule. Je vais passer rapidement. Je voulais juste vous montrer que le processus de faire un vaccin, eh bien, il y a plusieurs étapes et ça prend du temps. En fait, ça prend au moins 6 mois
entre le moment où on décide et le moment où on distribue un vaccin. Donc, c'est vraiment important que le vaccin soit disponible à temps pour la campagne de vaccination. Voilà. Dans les pays tropicaux, en fait, c'est assez complexe parce qu'il faut décider rapidement de à quel moment ça doit être disponible. C'est-à-dire le moment de quand la grippe est elle plus présente dans le pays. Juste pour vous dire qu'il y a cette inégalité mondiale par rapport à la capacité vaccinale. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive au Covid, ça n'a pas changé particulièrement. En fait, vous voyez que c'est plus dans les pays occidentaux qu'on fabriquait, moins dans les pays du Sud. Sorry. Et vous savez que pendant le Covid, l'Afrique a été l'un des derniers acteurs à recevoir en fait les doses de vaccins. Et en fait, parce que la capacité de production était un problème et il s'agit là d'un besoin critique qui a été mis en lumière par la pandémie. Et ça, c'est ma dernière slide pour vous montrer ce qui s'est passé en 2009 en termes de distribution de vaccination en Afrique. Et on a vacciné beaucoup de gens, mais en fait, le vaccin est arrivé après la pandémie et en fait, il y a eu des retards et voici ce qu'on veut éviter. Pour résumer, en fait, la grippe produit des maladies et une charge de morbidité et une charge de mortalité importante, alors que la vaccination est la plus basse proportionnellement sur le continent africain, ce qui représente vraiment une menace pandémique. Donc, il faut augmenter l'utilisation et puis la couverture vaccinale dans vos pays pour avoir en fait également donc une fourniture continue et de bon niveau. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Et maintenant, et si vous me demandez maintenant par rapport à l'impact et sur la prévalence, donc, je crois que nous allons avoir un sondage maintenant. Et voilà, vous avez… Donc, si vous êtes sur le canal… Your response, and then we would see. So this poll is just the optional questions measuring our awareness on the risk of flu and preventive action. So it's not it's not something that the responses cannot be used against us. Let me put it that way. So you cannot be identified by FIP and it will not be shared. So if we're done with that. And we have the results. The results are up. Influenza, so 57% strongly agree, 37% agree, 4% neither agree nor disagree, 2% disagreed. The answer, of course, is strongly agree, listening to Professor. Donc, la réponse, bien sûr, est tout à fait d'accord, 57%. Donc, la question suivante. Non. Before, it's optional. Responses cannot be identified by FIP and will not be shared. We have less than 45 seconds now because time had started counting. Results will be out in a minute. In 2 seconds. So influenza can trigger
This is the result. 81% have got the correct answer, cause exacerbations in pulmonary disease, which can also then cause other things. 47% said acute myocardial infarction, 39% said death, 22% stroke. But it can trigger at the outset exacerbations in pulmonary disease. Next question. Question suivante. The question is up. Influenza vaccines are highly effective at reducing the risk of influenza and its complications. We strongly agree, disagree, or strongly disagree. Presentation, I believe we can all strongly agree that influenza vaccines are highly effective. Results will be here. Strongly agree, and that's the correct answer. Donc, fortement d'accord, c'est la bonne réponse. Donc, ni d'accord ni pas d'accord, 1%, et puis pas d'accord, 1%. Donc, dernière question de ce sondage. Évidemment, ces questions sont optionnelles, hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre, et puis vos réponses ne seront pas identifiées, c'est anonyme. Et Results will be here in a few seconds. In case you came in late and donc, il y a une interprétation en français pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, 48% ont été vaccinés contre la grippe et 44% non, et 8% ne souhaitent pas s'exprimer. Bon, c'est presque bien, mais pour cette présentation, on pense qu'en fait, on devrait être plus vacciné, parce que si votre santé à vous est préservée, ça vous préserve contre les futures pandémies contre lesquelles elle nous avertit. Merci beaucoup d'avoir participé, et j'espère que ça va en fait se refléter dans notre préparation pour les risques à venir. Donc, Monsieur Gonzalo Pinto va nous parler du rôle des pharmaciens dans l'augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe. En fait, il est responsable du développement et de la transformation des pratiques, et nous sommes très, très heureux de pouvoir lui passer la parole. À vous, Monsieur Gonzalo. Donc, merci beaucoup, Arinola, pour votre présentation, et merci à mes collègues pour cette opportunité de présenter quelques réflexions et quelques données sur le rôle des pharmaciens. Donc, le rôle des pharmaciens qu'on peut jouer sur l'augmentation de la couverture vaccinale, en particulier par rapport à la grippe. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais en fait je voudrais féliciter pour la présentation précédente, qui était vraiment très informatrice et qui résumait très bien
Et donc, pour suivre là-dessus, je voudrais juste vous livrer mes réflexions sur comment les pharmaciens dans le monde entier, et en particulier en Afrique, peuvent contribuer à augmenter la couverture vaccinale et puis aussi la sensibilité aux risques impliqués par rapport à ces maladies que l'on peut prévenir, et en particulier la grippe. Et c'est vraiment en particulier important de voir que les risques que prennent les personnes qui sont dans des groupes à risque, c'est-à-dire des adultes âgés, les professionnels de santé doivent être sensibilisés pas simplement aux risques et les complications qui surviennent si on n'est pas vacciné, mais aussi aux bénéfices que l'on peut en rapporter, c'est-à-dire l'habilité, la capacité fonctionnelle, la productivité et de façon générale, rester en bonne santé. Et vraiment, pour développer sur ce thème, en fait, il s'agit ici de parler de la diversification et de l'expansion des voies ou des chemins vaccinaux. C'est un impératif mondial par rapport aux enfants, par rapport aux personnes âgées, même dans les pays où on a accès aux vaccins. Les taux de vaccination pour les enfants, en général, sont assez hauts, mais pour les enfants, mais pour les adultes plus âgés, on n'a pas la même situation. Donc, en fait, empêcher, en particulier pour les personnes plus âgées et pour les personnes les plus vulnérables, en fait, y compris la grippe, les maladies à pneumocoque, il nous faut, en fait, à partir de maintenant, vraiment avoir un point de vue global sur l'ensemble de la vie des premiers âges au 4e, 5e âge. En fait, donc, il nous faut vraiment nous préoccuper, et puis nous avons un impératif de développer et de construire des accès, et ce qui en fait pointe du doigt le rôle que pourraient contribuer les pharmaciens. Nous pouvons vraiment contribuer à la diversification et à l'élargissement des voies d'accès à la vaccination, en particulier les adultes et les personnes vulnérables dans nos communautés. Mais également, comme l'a dit professeur Cohen, on est en train d'émerger d'une pandémie. Nous en avions déjà eu auparavant, nous en aurons encore à l'avenir, et il nous faut vraiment, dans nos pays, avoir les moyens de déployer une réponse, une réaction rapide, être prêt à une immunisation massive en cas de nouvelle pandémie. Et donc, il nous faut nous diversifier par rapport aux points d'accès à la vaccination auprès des professionnels de santé, en fait, les infirmières, les médecins de ville et les pharmacies. Et pourquoi les pharmacies de ville, pharmacies communautaires? Parce que, comme je le disais, en fait, on offre une infrastructure optimale et des voies qui existent déjà dans le réseau. Donc, il n'y a pas à vraiment créer de nouvelles infrastructures pour apporter des services de vaccination à la communauté. Et on a aussi des gens très, très formés et très compétents. Dans certains pays, en fait, les pharmaciens sont déjà formés au cours de leurs études dans les premières années. Et aujourd'hui, en fait, il faut une formation qui puisse être livrée et reçue rapidement parce que et dans nos formations, ça fait déjà partie des maquettes et on comprend par exemple quelles sont les réactions comment dire, les secondaires à la vaccination. Et dans beaucoup de pays, il y a des réseaux il y a un maillage très fort dans certains pays
parce que en fait, il y a des interventions préventives et c'est important pour que les gens y accèdent, que ça soit pratique et accessible pour eux. Parce que quand les méthodes ou les programmes de vaccination sont un peu trop sophistiqués et que c'est un labyrinthe, les gens y renoncent. Donc, il faut que, enfin, les pharmacies ont une logistique et donc les exigences d'espace pour la livraison des services et l'adéquation est importante entre les besoins et leurs capacités. Permettre la vaccination en pharmacie, ça améliore en fait l'efficacité et augmente les taux de vaccination. Je vais vous montrer une slide bientôt qui montre, qui ont démontré que les pharmaciens contribuent effectivement à augmenter les taux vaccinaux. Par exemple, pour la grippe et d'autres vaccins, et ce qui contribue à l'efficacité de, en fait, améliorer le système de santé en réduisant les coûts, etc. Donc, que des effets bénéfiques en cascade. Également, en fait, les pharmaciens ont pu identifier ces patients à risque élevé. C'est un patient qui a un diabète, qui a une maladie cardiovasculaire ou alors respiratoire, ou une personne qui est une personne âgée. Voilà. Et parce que ces personnes viennent pour un médicament X ou Y, on peut identifier lesquels appartiennent à un groupe à risque par rapport en fait à la grippe, et on peut en profiter pour les sensibiliser sur la nécessité de se faire vacciner. Et donc les pharmaciens sont généralement ont généralement la confiance du public, et le public est en général enthousiaste par rapport à ce service qui est accessible auprès des pharmaciens. Donc, le service est également dans tous les pays. C'est très réglementé. Et en général, dans tous les pays, il y a des guidelines qui ont été adoptés. Donc, c'est un service qui est fourni selon des normes élevées de qualité et de sûreté, de sécurité médicamenteuse. Donc, les pharmacies également, en fait, augmentent les voies d'accès aux soins avec avec la fourniture de services pharmaceutiques. C'est pourquoi c'est tout à fait logique de vouloir développer des stratégies pharmaceutiques. Voici les références dont je vous parlais. Donc, vous n'avez pas le temps de lire tout ça, mais c'était juste pour vous montrer qu'en fait, il y a énormément, une grosse réserve d'études et de papiers. En 2020, il y a eu un sondage parmi nos organisations membres à partir de 99 pays, et on a fait en fait un sondage sur les vaccinations reposant sur les pharmacies. Donc, malheureusement, ça n'a inclus que 5 pays en Afrique. Mais depuis 2020, et en particulier à cause de la pandémie, on a vu que le nombre de pays qui ont introduit en fait une vaccination disponible en pharmacie, et en particulier à partir de cette liste sur la droite, l'Algérie et la Tunisie, par exemple, ont introduit une possibilité de se faire vacciner en pharmacie. Donc, voilà, introduire une réglementation. Donc, je pense qu'il y aura bientôt une présentation pour apprendre comment cela peut se développer. Donc, juste pour conclure ma présentation et puis vous montrer quelques-unes des recherches que l'on peut consulter et qui ont été produites par la FIP. Donc, il y a un site dont voici l'URL. Donc, https://prevention.fip.org.
par rapport à la vaccination. Beaucoup de choses y sont disponibles, c'est-à-dire également en fait les enregistrements des précédentes présentations, des échantillons de ce qui a été publié. Certains sont pour le public, d'autres sont pour les professionnels. Des publications qui se focalisent sur en fait sur quelque chose de très, très important et qui relève d'un rôle critique des pharmaciens, c'est augmenter la confiance dans la nécessité de se vacciner et puis la sécurité de la procédure. Et donc, voilà, c'est une étude à laquelle j'avais fait référence en 2020. Et puis, c'est une revue de l'impact des pharmaciens dans le monde. Aujourd'hui, en fait, il y a la question des défis régionaux et puis tout ce qui peut permettre aux pharmaciens de devenir comment dire, des outils centraux au service de la vaccination. Et puis, un autre que l'on va sortir la semaine prochaine, le 6 septembre, c'est optimiser la vaccination par le biais de la co-administration de vaccins Covid et grippe Covid-19. Donc, c'est quelque chose qui est aligné avec les recommandations de l'OMS. Donc, la co-administration des deux vaccins va sans doute, en fait, permettre de rendre les choses plus pratiques et puis d'augmenter la couverture vaccinale sur les deux sujets. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Gonzalo. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Et c'est une très, très belle revue du rôle des pharmaciens sur l'immunisation. Et donc, ça fait longtemps qu'on avait besoin de ça, je dois le dire. Donc, juste quelque chose, un rappel rapide. Si vous avez des questions, mettez-les dans la case Q&A. On ne va pas prendre des questions à la fin de cette présentation aujourd'hui, mais écrivez-les et ensuite, elles seront prises en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup de participer. Et il y a énormément de gens participants aujourd'hui et merci beaucoup. Notre participant suivant est Dr Wael Ali d'Égypte et qui va nous présenter le premier dans les cas nationaux, c'est-à-dire à partir de l'Égypte, le rôle des pharmaciens dans la prévention, la vaccination et les solutions numériques concernant la grippe. Il est le président de l'Organisation égyptienne de pharmacie. Il est aussi le secrétaire général de l'EMR Pharm Forum. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre modératrice. Donc, rappelez-vous que nous avons une interprète humaine. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils, ne parlez pas trop vite pour l'interprète. Merci beaucoup. Oui, absolument. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et merci pour tous mes collègues qui participent aujourd'hui à cette présentation qui est très, très importante. Notre étude de cas en Égypte, je suis Dr Wael Ali, président de l'Organisation égyptienne de pharmacie et secrétaire général de l'EMR Pharm Forum. Fondamentalement, lorsque je vais parler des études de cas en Égypte, il faut savoir que c'est une population très importante. On fait presque 110 millions d'habitants. Et en fait, les pharmaciens égyptiens aujourd'hui jouent un rôle fondamental à la fois sur les systèmes de santé privés et gouvernementaux. Donc, en fait, on a des pharmacies communautaires, privées, et puis aussi au niveau gouvernemental du système de santé de l'État. Donc, si on parle des pharmaciens égyptiens, en fait, 300 000 licenciés, pharmaciens licenciés, plus de 75 000 pharmacies
de communauté ou communautaire et vous en trouverez tous les 100 mètres une pharmacie communautaire. Et ces pharmacies communautaires se trouvent dans toutes les… Donc, ça représente presque 1 million de kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet énorme chiffre de pharmacies communautaires et de pharmaciens disposant d'une licence, en fait, joue un rôle vital dans le secteur de santé et en particulier par rapport à la vaccination et la prévention de la grippe. Donc, quand on parle de grippe, en fait, par rapport à… Alors, est-ce qu'on a des grippes aviaires ou des grippes saisonnières? Vous savez que l'Égypte, c'est un peu comme au centre du monde. Il y a énormément d'immigrants qui viennent, qui passent et on va trouver quelque chose qui s'appelle grippe aviaire. Ce qui s'est passé, en fait, sur le cas en 2006 du H5N1, ça a commencé par une centaine d'oiseaux qui mouraient. Ça a provoqué une espèce de panique. Et finalement, nous avons trouvé, nous avons décidé de l'appeler bird flu, grippe aviaire. En fait, c'était comme le H5N1, c'est-à-dire quelque chose de sérieux, mais qui commence à partir des oiseaux, de la volaille ou des oiseaux. C'était aviaire au départ. En fait, à l'époque, on était comme… on se disait, ça passe d'un oiseau à un oiseau. Enfin, et puis finalement, nous avons trouvé, ou malheureusement, non, en fait, malheureusement, c'est passé à l'humain. À partir de l'infection aviaire, on est passé à une infection humaine. Et je pense que, en fait, le rôle des pharmaciens, c'est d'empêcher toute infection aviaire, toute infection soudaine. Et vous trouverez que c'est très, très rare d'avoir maintenant une infection aviaire du H5N1. Et je pense qu'en fait, la sensibilité du public qui a commencé au niveau gouvernemental et puis au niveau des équipes, et puis ensuite qui est passé aux équipes privées, c'est que nous avons, en tant que pharmaciens à tous ces niveaux, joué un rôle très positif. Parce que si vous trouvez un oiseau mort, s'il vous plaît, touchez pas, il faut l'isoler. Là, en fait, la règle de santé publique, et c'est à ce niveau-là que les pharmaciens de ville, partout où ils sont, ont commencé à jouer un rôle très important dans cette sensibilisation. Il s'agit là d'une étude sur la grippe aviaire et on parle aujourd'hui de… Donc, c'est une grippe saisonnière, ce qui signifie… Et en fait, en Égypte actuellement, en fait, la saison commence en juillet et le pic se trouve en hiver, pendant la période scolaire, c'est plus facile d'être infecté pendant cette période. Donc, ainsi, puisque les grippes saisonnières, H1N1, H3N2, en fait, ce sont des virus de grippe qui circulent chez les personnes de la même manière que les virus de grippe. Donc, le ministère de la Santé égyptien a vraiment joué un rôle très important tous les ans. Donc, il y a un porte-parole du ministère de la Santé qui déclare que la vaccination est particulièrement importante pour les personnes les plus vulnérables à la grippe, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants et les gens dont le système immunitaire est affaibli. En fait, les hôpitaux gouvernementaux fonctionnent beaucoup. Et puis, à l'époque où
au moment où le pic se produit, n'importe qui peut être vacciné gratuitement, y compris et surtout les populations à risque. Et donc, voilà en fait la campagne gouvernementale et la réflexion. En fait, l'infection, ça commence dès 6 mois. À 6 mois, on peut déjà attraper une infection saisonnière. La règle, c'est qu'on a fait comme une standardisation de la dose affectée pour ces vaccinations. Donc, c'est une dose complète, quel que soit l'âge. Donc, ça veut dire 5 millilitres. Ensuite, en fait, le ministère de la Santé a rendu gratuite pour la population et a développé donc une vaccination saisonnière. Les études ont montré que en fait, ça améliore la prévention de 50 à 56%. Et a prévenu même à des chiffres beaucoup plus élevés, au-delà de 90%, la prévention des formes très graves. Et je vous le disais, 75 000 pharmacies communautaires. Et je vous l'ai dit qu'il y en a un tous les 100 mètres. Il y a une pharmacie tous les 100 mètres. Et les gens se parlent et on leur dit, il faut que tu te fasses vacciner, tu dois aller à l'hôpital. Et en particulier, les discussions ont lieu après le Covid-19. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Donc, si on se rapproche de notre pharmacie communautaire, eh ben, vous verrez que c'est disponible et c'est abordable pour une année. Et, les Égyptiens, les pharmaciens égyptiens, je pense, sont vraiment centraux pour prévenir la grippe. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ali, pour votre présentation. Et voilà, ça nous éclaire sur le rôle des pharmaciens et ce qui se passe en Égypte sur la promotion de la vaccination en Égypte. Merci beaucoup. Ensuite, voilà, le cas maintenant, c'est le cas algérien. Donc, nous avons le docteur Monsieur Redouane Soualmi, président des relations internationales de la Fédération algérienne de pharmacie. Donc, il est le vice-président des relations internationales ou Fédération algérienne de pharmacie. Donc, pour les 10 minutes, s'il vous plaît, ayez une élocution calme et assez lente. Merci beaucoup, madame. Oui. Je suis vice-président de la Fédération algérienne de pharmacie. Je vous remercie de cette possibilité de parler ici au nom de la Fédération internationale de pharmacie pour parler de notre rôle dans la prévention et la vaccination concernant la grippe. Juste pour rappeler à mes collègues, il y a une interprétation en français et je sais qu'il y a une communauté française qui vient d'Afrique. Utilisez le canal français pour écouter la traduction. Et donc, les pharmaciens en Algérie jouent un rôle critique dans la protection des patients contre la grippe saisonnière. Et on veut juste rappeler à tous ceux qui parlent que vraiment, c'est une cause très importante de morbidité et de mortalité dans le monde qui provoque énormément de décès tous les ans. Donc, l'immunisation est un élément clé dans la prévention de la grippe.
mais les taux chez les adultes sont vraiment très en deçà de la cible fixée par l'OMS. En Algérie, en fait, c'est cette situation-là. C'est la même situation que dans le monde entier. Donc, en fait, on a essayé différentes stratégies pour augmenter le taux vaccinal. J'ai perdu, je ne l'entends plus. Donc, je pense que lorsque, comme vous l'a présenté notre collègue, en fait, la grippe aviaire a été vraiment la sonnette d'alarme pour eux. Et bien pour nous, je suis désolée, je perds son son. Donc, pour les décideurs algériens, c'est le Covid-19 qui a été c'est la pandémie qui nous a permis de démarrer en fait les campagnes de vaccination au niveau des pharmacies communautaires. Nous jouons un rôle critique par rapport à la prévention parce que nous travaillons à promouvoir la vaccination parce que les personnes, les gens, la population est encore assez réfractaire, mais depuis l'année dernière, en fait, il y a un gros travail. Donc, nous administrons des vaccins anti-grippe et nous parlons aussi de l'utilisation des antibiotiques. Et en fait, ça nous permet aussi de travailler sur la question de la résistance antimicrobienne. Nous jouons en tant qu'organisation, encore une fois, un rôle clé au niveau des pharmacies et au niveau des communautés, qu'il s'agisse en fait des autorités ou des pharmacies de ville. Donc, nous jouons un rôle clé au niveau de la pharmacie de l'officine. Donc, nous apportons ce rôle, nous jouons ce rôle de sensibilisateur à travers des campagnes afin de répondre aux enquêtes, de corriger des mauvaises informations et puis essayer de réduire l'hésitation vaccinale. Donc, on sensibilise les gens à se protéger contre la grippe et nous, en tant que pharmaciens, nous recevons la confiance des gens et en tant que professionnels de santé, nous sommes vus comme des personnes que l'on peut écouter. Donc, l'année dernière, en fait, pendant les dernières années, en fait, on vendait ou on distribuait, on fournissait les vaccins, mais nous n'avions pas l'autorisation de vacciner. Et la pandémie de Covid-19 a été l'occasion d'ouvrir la possibilité de vacciner. Donc, nous sommes désormais autorisés au niveau des pharmacies d'officine à procéder à des vaccinations. Donc, nous sommes à ce stade où nous pouvons jouer un rôle clé par rapport à la vaccination contre le Covid et contre la grippe. Donc, nous sommes des points d'accès à la vaccination, et ce qui va nous permettre d'augmenter le taux de couverture vaccinale. Bien sûr, il y a des limites, évidemment. Après une année, d'abord, il y a une hésitation et également le niveau du pharmacien où il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a certains d'entre eux ne sont pas suffisamment, ont une certaine réticence à vacciner certaines catégories de personnes parce qu'elles estiment qu'il peut y avoir un risque. Et maintenant, il y a l'hésitation par rapport à la vaccination anti-Covid, que ce soit de la part du patient ou que ce soit de la part du pharmacien. Et c'est quelque chose qui se trouve être un obstacle
pour nous, considérant par rapport à cette augmentation du taux vaccinal. Et en fait, il y a cette nécessité d'intégrer au curriculum, au programme d'études des pharmaciens. On discute avec le ministère de l'Éducation, enfin pour l'introduction d'un certificat, en tout cas dès les premières années, pour les étudiants en pharmacie, pour pouvoir permettre de pouvoir avoir cette capacité de vacciner qui serait intégrée au programme des études. Et je pense que, en fait, en termes donc pour résumer, c'est pour dire qu'on joue un rôle clé et le problème que l'on a actuellement, en fait, c'est que qu'il y a un problème d'automédication et bien sûr, en fait, un usage d'antibiotiques et les pharmaciens fournissent ces médicaments aux patients. Et en fait, les gens se soignent aux antibiotiques et ce qui amène à une diminution de leur résistance antimicrobienne. Et donc, nous, en tant que pharmaciens, il faut vraiment qu'on puisse augmenter le taux de vaccination. Et puis, parallèlement, en fait, réduire la résistance antimicrobienne. Et je pense que la pandémie de Covid-19, ça nous a vraiment éclairé sur l'impact sur la santé publique des inégalités. Donc, il nous faut améliorer la distribution des vaccins contre la grippe et contre le Covid. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas juste un défi de santé publique, c'est vraiment quelque chose qui doit se traduire dans les politiques de santé publique, donc au niveau des prises de décision par rapport à la prévention dans les pays, mais ça demande, ça exige un engagement politique très important et aussi un engagement parce que le jour où on nous a permis de vacciner, on a vu qu'il y a eu beaucoup de défis auxquels il a fallu faire face. Il faut qu'on fournisse plus de services et on voit qu'il y a plus de résistance. Il y a des limites, c'est pour ça qu'on a identifié qu'à notre niveau, on a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accès et pour fournir des services à la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez vraiment éclairé des problèmes importants, l'implication des pharmaciens dans les campagnes d'immunisation. Et tout ceci a besoin évidemment d'une base et d'un soutien sur le plan légal. Et vous nous avez aussi parlé de l'abus, de la surconsommation d'antibiotiques. Et merci beaucoup pour votre présentation. Ça a été très éclairant et nous allons maintenant passer à notre dernière interlocutrice. Elle va parler de la perspective de l'Afrique du Sud sur la prévention, la vaccination et les solutions numériques par rapport à la grippe. Maintenant, c'est Madame Marion Steenkamp et la directrice générale de Sanofi Vaccin à Afrique du Sud. Vous avez 10 minutes. Merci. Merci de parler lentement pour que notre interprète puisse vous suivre. Merci beaucoup, docteur Joda. C'est un grand privilège que de pouvoir parler sur ces sujets en particulier. C'est très, très important et surtout dans notre période post-pandémie et sur la manière dont on a géré la pandémie et comment nous avons tous géré les maladies, donc toutes ces maladies qui peuvent être prévenues. Je vais particulièrement en fait faire une récapituler sur l'épidémiologie en Afrique du Sud
et donc parler des taux de couverture et vous donner quelques exemples en termes numériques de ce qu'on a mis en œuvre. Et voici en fait un résumé de ce que de à quoi a ressemblé l'Afrique du Sud avant la pandémie et puis les tendances. En fait, il y a un changement général autour des mois d'hiver d'avoir une prévalence plus importante de grippe. Donc ici, ça nous montre à droite, et ça vous donne un instantané de 2020 au milieu de la pandémie. Et vous voyez une interruption d'un pattern général qu'il y avait en 2019 et dans les années précédentes. Donc, en fait, il y a eu ces tendances et ces patterns, c'est vraiment le reflet de l'utilisation ou non de prévention pharmaceutique. Vous allez voir comment ceci s'est déplacé. Voilà en fait une photo de 2021, la saison grippale, et qui représente en fait un pattern très différent de 2019 et de ce qu'on a vu en 2020. Et vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, ça donne quelque chose de très imprévisible suite à la pandémie. Et ça devient vraiment important parce que on voit le déplacement par rapport aux différentes saisons grippales et par rapport à la pandémie. Donc, en Afrique du Sud, en fait, il y a une forte campagne qui encourage à la vaccination et d'utiliser toutes les opportunités de vacciner et de rappeler aux personnes qu'il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Et ce qu'on voit, c'est en fait une circulation des virus. En fait, on voit que ça n'est pas limité à certains mois. Et donc, ça nous amène à vraiment maintenir la vigilance par rapport à la nécessité d'une action permanente. Et voilà, en fait, pour pouvoir vous montrer un pattern du développement, je vais vous montrer sur les 3 slides suivantes par rapport en Afrique du Sud, le rôle des pharmaciens qui se renforce et qui est de plus en plus influent, pas simplement sur la vaccination anti-grippe, mais sur la vaccination de façon générale. Donc, voilà quelque chose qui est vraiment très fort par rapport aux informations où on voit qu'on parle du pharmacien comme étant un professionnel de santé qui est qui bénéficie d'une confiance. Donc, il y a beaucoup dans le cercle en bas à droite, vous voyez beaucoup de pays. En fait, l'alliance entre les pharmaciens et la population, le degré de confiance qui leur est accordé. Et en fait, les pharmaciens, c'est dans le top 5, dans le top 5 des professionnels de santé auxquels la population accorde le plus de confiance. Donc, c'est quelque chose de très significatif. En fait, ça nous montre que ces données montrent que plus la confiance en nous augmente, plus notre mandat est fort pour, en fait, à soutenir, à aider et influencer les patients. Voilà ce que vous voyez ici, c'est en fait en Afrique du Sud, on a commencé le programme autour de la vaccination, l'immunisation en pharmacie d'officine, donc pour pouvoir permettre en fait une vaccination. On a lancé un programme qui est aussi soutenu par le Conseil des pharmaciens en Afrique du Sud. C'est un programme qui a été lancé, mais qui nécessite l'adoption ou en tout cas que beaucoup plus de pharmaciens rejoignent
le programme. C'est une très, très belle opportunité pour nous en tant que professionnels de santé d'agrandir ce réseau et de le rejoindre en Afrique du Sud. Et je suis vraiment très contente de voir qu'en fait, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer dans le reste de l'Afrique et que nous allons pouvoir améliorer encore plus la couverture vaccinale. Donc, ce slide parle en fait de la grippe spécifiquement et ce qui se passe en Afrique par rapport à la COVID et au cours de la saison grippale, au cours de la pandémie. Mais nous avons des guidelines qui disent qu'une co-administration est acceptable et que nous avons un rôle en tant que pharmacien pour favoriser cette co-administration, c'est-à-dire par rapport à la grippe et potentiellement le Covid. Encore une fois, le mandat est clair, utilisez tous les outils. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer quelques exemples de la manière dont la population sud-africaine et les pharmaciens ont travaillé à essayer de toucher les patients. Donc, un système de réservation en ligne pour la vaccination anti-grippe. Donc, et puis, et aussi, en fait, être présent dans les espaces où sont directement présents les patients, avoir des personnes très fortement formées qui peuvent orienter, informer les patients. Mais ce qui est clé ici, c'est de démarrer la conversation avec le patient. Et en fait, la pharmacie aujourd'hui, c'est là où le patient se rend et parle avec un professionnel de santé. Et donc, nous avons cette capacité de vraiment atteindre entre guillemets, d'attraper dans les filets lorsque l'on pêche, une énorme, nous avons un porte-voix énorme. Et pour amener la discussion autour de tout ce dont nous avons parlé par rapport à la population à haut risque et par rapport à l'importance de la vaccination. Donc, en fait, ça parle vraiment ici de la vaccination et ce qu'il faut faire en tant que pharmacien en Afrique du Sud et en Afrique de façon générale pour promouvoir la vaccination. C'est ne manquer aucune opportunité de vacciner, profiter de chaque possibilité. C'est vraiment l'un des enseignements clés. Alors, si vous avez des vaccins en stock, vous allez pouvoir vacciner, donc il faut en avoir. L'importance du dépistage, pas simplement du patient, mais vous avez l'opportunité de dépister toute la famille. Et la question, c'est est-ce qu'on parle de toute la famille? Donc, par rapport aux femmes enceintes, on a parlé des populations à haut risque. En fait, c'est la population à haut risque. En fait, il y a cette théorie, ou en tout cas cette perception fallacieuse qu'il ne faut pas vacciner les personnes porteuses de facteurs de risque, ce qui est vraiment faux. En termes de vaccination, je vous en ai parlé. En fait, la consultation avec le patient devient vraiment importante. Si on pose des questions aux personnes, il y a beaucoup de chances qu'ils vous répondent et qu'ensuite se laissent convaincre. La recommandation de vaccination autour de la question des risques, bénéfices auprès de la population, je pense qu'il faut déplacer la conversation et qu'elle devienne proactive plutôt qu'une conversation réactive. Et pour promouvoir en fait une confiance dans les vaccins. Il est vraiment important dans la conversation de vraiment promouvoir la notion qu'on peut prévenir la grippe, prévenir. Mais voici ma dernière slide. Et vraiment, ici, il ne faut jamais sous-estimer le fardeau de la grippe.
Et en fait, les données sont très claires. Il nous faut en fait prendre le pouvoir en tant que pharmacien autour des connaissances qu'il faut acquérir, l'épidémiologie, l'importance, la criticité de l'éducation. Et donc, de façon générale, par rapport à la grippe et par rapport à d'autres immunisations de routine. Et je voulais vraiment, vraiment vous soutenir et vous encourager par rapport au fait que c'est une super opportunité pour nous en tant que professionnels de santé de développer en fait de promouvoir ce développement et promouvoir la vaccination dans le monde. Merci beaucoup Marilyn pour votre présentation, excellente présentation. Et je sais que plusieurs personnes vont pouvoir utiliser les outils et les documentations que vous avez présentation pour guider en fait leur politique, leurs actions dans leur pays. Et certains pays ont maintenant déclaré que les pharmaciens sont aujourd'hui autorisés à vacciner dans le cadre de la COVID-19. Donc, merci pour votre présentation et merci pour avoir présenter ces slides qui peuvent représenter des modèles. Donc maintenant, nous allons revenir à la plénière où tout le monde, c'était vraiment impressionnant de voir le nombre de gens qui participent. Je crois que tout le monde est vraiment très intéressé par tout ce qu'on apprend sur la vaccination anti-grippe. Et on m'a sensibilisé sur le fait que et tout ce qu'on vient d'entendre nous sensibilise sur notre rôle en tant que pharmacien, en tant que il nous faut. Et un des messages, c'est aussi que nous devons nous vacciner nous-mêmes parce que le vaccin est vraiment très bénéfique. On peut en bénéficier d'une manière très importante en termes de autoprotection et de protection des autres. Donc, je vous encourage à utiliser l'outil questions-réponses. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie, enfin le deuxième sondage. Donc, à tout le monde, je trouve ce webinaire utile pour mon domaine de pratique. Donc, tout à fait d'accord, ni d'accord ni en désaccord et fortement ou tout à fait en désaccord. Donc, on va passer à des événements. Donc, alors, les résultats maintenant de notre sondage, c'est que 70% sont tout à fait d'accord, c'est-à-dire un résultat excellent, et 26% qui sont d'accord. Et vraiment, c'est de façon assez massive, il y a un accord avec la notion que ce webinaire est utile dans ma pratique. Question suivante. What would they like to learn about in future webinars for the improvement of medical therapeutic knowledge? We have cardiometabolic, infectious diseases and neglected tropical diseases, MS and rare diseases, early diagnosis, multiple sclerosis, and then others. Please contact webinars at FIP.org. I'll use this opportunity to say that je voudrais vous dire aussi que d'autres thèmes qui n'ont pas été évoqués ici peuvent être soumis et vous pouvez nous envoyer en fait un mail à webinar@fip.org. Merci beaucoup pour votre participation au sondage et les résultats nous montrent que donc 63% d'entre vous sont intéressés par quelque chose sur les maladies infectieuses et les maladies tropicales négligées. 15% sont intéressés par les
par la sclérose en plaques et les maladies rares, la détection précoce de maladies rares. Et puis d'autres, autres 4%. Donc, pour les questions, voilà, des slides seront partagés. Vous pouvez aller voir en fait la politique FIP sur le site de la FIB et pouvez accéder aux enregistrements et vous y verrez les slides qui ont été partagés pendant l'enregistrement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à tout ceci. Et ça a été un moment intéressant de voir le rôle de chacun dans les différents pays d'Afrique. Donc, il y a d'autres immunisations dans lesquelles les pharmaciens sont impliqués. Nous avons aussi un site, donc des informations sont disponibles sur le site web de la FIP par rapport à d'autres domaines. Et donc ça, c'est vraiment particulièrement important pour nous, surtout dans les pays où on est encore en train de lutter du point de vue de l'angle politique par rapport à l'accès, enfin la possibilité pour les pharmaciens de participer aux campagnes de vaccination en tant qu'administrateur de vaccination. Donc, quelque chose que j'aimerais aussi dire, c'est que même si beaucoup de pharmaciens cherchent à faire plus, s'améliorer et faire plus dans nos communautés et sont découragés par les politiques, il faut qu'on continue à avancer parce que en fait, les gens sont prêts au changement. Donc, il ne faut pas qu'on soit découragé par ces forces d'immobilisation qui ne veulent pas que les choses avancent. Et au fil de temps, vous allez voir que on va être rejoint par d'autres et le paysage, l'horizon va s'ouvrir. Je pense que voilà, ça a été un moment très intéressant aujourd'hui de participer à cet événement et j'aimerais remercier tout le monde qui a parlé. Donc, nous avons 247 personnes. Il y a des annonces. En fait, puis-je joindre la conférence FIP virtuellement? Oui, il y aura sans doute peut-être des choses sur YouTube, mais non, on ne peut pas forcément y participer de façon virtuelle. Et donc, sur les groupes à risque, chez le 30 septembre, à 1h, ça sera midi. À 1h, ça sera midi pour heure africaine. Donc, vous pouvez aller sur le QR code pour aller vous inscrire à cet événement. D'autres questions? Et puis, donc, rappelez-vous que vous pouvez mettre vos questions dans la boîte Q&A. Beaucoup de ces questions ont déjà été prises en charge. Et nous voulons aussi vous rappeler que pour ceux qui souhaitent aller à Séville et qui pourraient continuer à y être, non, ça... Donc, la conférence en Espagne, ça fait depuis un moment que c'est dans les tuyaux et qu'on l'a repoussé. Puis finalement, nous y arrivons physiquement. On va pouvoir se voir en Espagne, à Séville. Donc, le Pharmacy United in the Recovering of Healthcare, c'est-à-dire la pharmacie unie pour retrouver les soins de santé. Donc, la question de quand et est-ce que nous allons atteindre la fin de cette pandémie et est-ce que nous allons pouvoir
avoir une reprise. Donc, ça suppose des développements dans notre système éducatif, nos systèmes politiques. En fait, les pharmaciens jouent un rôle très, très important pour cela. Et donc, vous êtes bienvenus à Séville. Il y a plusieurs choses que l'on a manquées. Est-ce qu'on a des questions? Donc, on va... Il y a un autre... What would you like to learn? The seventh question in our poll will be, what would you like to learn about in future webinars for the improvement of pharmaceutical service delivery? We had looked at another question 6 was on topics that we wanted to take. No, pharmaceutical service delivery, we have options including medication safety, medication adherence, digital applications for pharmaceutical. Donc, qu'aimeriez-vous aborder dans les futurs webinaires pour l'amélioration des prestations de services pharmaceutiques, la sécurité des médicaments, l'observance, les applications numériques pour la pratique pharmaceutique, les programmes de soins pharmaceutiques innovants. Et pour les autres questions, vous pouvez contacter webinar@fip.org. Donc, la question 7, 38% souhaitent avoir des informations sur les programmes de soins innovants en pharmacie. 33% souhaitent des choses sur les applications numériques destinées à la pratique pharmaceutique. Et puis 20% sur la sécurité des médicaments, l'adhésion, l'observance aux médicaments. Et puis voilà, d'autres 1%, autres thèmes. Merci beaucoup à chacun pour votre excellente participation et votre implication à ce webinaire. Et je pense que je ne suis pas à l'écran. Donc maintenant, donc vous verrez les éléments du programme sur le site de la FIP. Donc les thèmes au programme, c'est Never Waste a Crisis, ne jamais gâcher une crise, enseignement par rapport à notre préparation pour l'avenir, science et preuves à l'appui de la réponse au Covid-19 et puis gérer les défis nouveaux et éthiques. Comme je vous le disais, en fait, vous avez accès à events.fip.org si vous voulez en fait voir et écouter les enregistrements. Il y a vraiment une malle au trésor pour pouvoir accéder à plein d'informations et vous y avez accès et vous pouvez utiliser tout cela dans votre pratique quotidienne. Maintenant, nous allons clore. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous ici aujourd'hui. Nous vous sommes très reconnaissants de votre présence, d'avoir choisi d'être avec nous et on espère qu'on vous reverra au cours d'autres événements digitaux organisés par la FIP. Slide suivant. Je pense que c'est le dernier. Donc, merci à chacun d'être venu et merci beaucoup à Sanofi de soutenir et sponsoriser cet événement. Voilà, merci. Pas tout à fait fini. OK, bye. Bye.